pour parler de l'international, Christophe de Contenson, conseiller départemental de l'Allier délégué à la coopération internationale, Laurie Malauran, chargée de mission direction des fonds européens, région Auvergne-Rhône-Alpes, Myria Durand, chargée de mobilité internationale et de la professionnalisation du réseau Information Jeunesse, Leslie Fardin, chargée de mission à Cotravaux, et Mélodie Carati, chargée de mission jeunesse et éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale au sein de Resacop. Voilà, on a appelé tout le monde. Je vous invite à me rejoindre. Alors, je vous laisse vous présenter. Leslie Fardin pour le réseau Cotravaux Auvergne-Rhône-Alpes. Christophe de Contenson, je suis conseiller départemental de l'Allier en charge de la coopération internationale et de la mémoire. Merci. Vous avez un micro là-bas. Bonsoir à toutes et tous. Mélodie Carati, je travaille au sein de Resacop en tant que chargée de mission EXI, que je définirai jeunesse. Voilà, on va commencer sans plus attendre avec vous, Christophe de Contenson. On va accueillir juste après cette table ronde un groupe de danse et de musique venu de Mongolie. Et vous êtes en charge des sujets de coopération internationale. Aujourd'hui, quels sont les pays avec lesquels le département de l'Allier est dans cette relation? Alors, depuis 30 ans, nous coopérions avec le Sénégal et le Mali, mais vu la situation sur place, on ne peut rien envisager de vraiment sérieux. Et puis, la coopération avec le Mali, de toutes les façons, le gouvernement nous a demandé de la mettre en sommeil. Ouais. Par contre, nous coopérons avec la Mongolie depuis bientôt 25 ans maintenant. Et c'est avec eux que nous avons choisi d'ancrer beaucoup plus notre coopération. Pourquoi? Et depuis combien de temps? Pourquoi? D'abord, deux choses, puisque là, on parle de jeunesse. Il y a quelque chose qui m'a marqué quand, à Couzon, nous avons un musée numérique, une microfolie, et on accueillait un groupe d'étudiants Erasmus qui venaient d'Europe de l'Est. Il y avait 50 étudiants dans les 45. 45 venaient d'Europe de l'Est. Il y en avait 5 de l'Allier. Les 45 d'Europe de l'Est, non seulement parlaient anglais entre eux, connaissaient toutes les œuvres d'art qu'ils voyaient sur le grand écran et connaissaient la culture des uns et des autres. Les 5 de l'Allier étaient collés au mur, mais terrorisés à l'idée de parler à des étudiants de leur génération et ne maîtrisaient pas la langue. Et je me suis dit, la coopération, en fait, maintenant, il y a quand même une vraie difficulté pour voyager. Le Covid a changé bien des habitudes. Et si on veut que, en tout cas, moi, je me raisonne au niveau de l'Allier, les jeunes puissent s'ouvrir et comprendre que l'autre est indispensable à leur construction personnelle, il faut qu'on axe notre coopération sur un volet jeunesse. On n'a pas d'instruction particulière du président Riboulet pour le faire, mais c'est un choix maintenant qu'on a arrêté avec Véronique. Alors, entre autres, on imagine de créer une plateforme, alors la francophonie va rentrer un petit peu dedans, qui permettra aux étudiants francophones de Mongolie, justement du Mali et du Sénégal, comme ça on contourne les aléas politiques, de pouvoir converser les uns et les autres via cette plateforme. Et aujourd'hui, par rapport, alors, il y a bien des jeunes qui partent, des jeunes qui viennent, quelques verbatims, quelques expériences, quelques retours d'expérience du vécu de ces jeunes qui partent à l'international ou qui accueillent de l'international. Alors là, on va commencer déjà, une des approches du président Riboulet, c'est effectivement, nous manquons d'apprentis cuisine dans les collèges. Et grâce à IFI 03, avec qui nous collaborons depuis un certain temps, on va initier une mission en Mongolie au mois d'avril pour travailler avec eux, commencer à former des jeunes apprentis mongols dans la nourriture, la cantine scolaire, les accueillir, nous, après, dans nos cantines, pour qu'ils puissent retourner chez eux formés. Après, dans la salle, il y a Fabrice Dubuchet du Zèbre, qui n'est pas encore arrivé. Ah ben, il est là-bas, qui pourra parler tout à l'heure de ce qu'il fait avec les artistes mongols. On va fêter donc le 25e anniversaire de la coopération France-Mongolie. Et dans ce cadre-là, il y a un travail de collaboration avec une troupe de théâtre d'Arverer et puis le Zèbre, qui est la compagnie que gère Fabrice à Vichy. Donc, c'est mettre les jeunes du monde en lien les uns avec les autres, parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, sur un plan politique et à bien des niveaux, tout le monde se replie sur lui-même. Et moi, je suis d'une génération où effectivement, on a beaucoup voyagé et je souffre réellement de voir la jeunesse de notre pays complètement auto-centrée. Alors que là, je reviens de Chine, j'étais en Ukraine pour un projet que j'ai là-bas, j'étais au Pakistan. Mais la jeunesse là-bas
est d'abord curieuse de l'autre, ils parlent des langues étrangères, ils ont une facilité d'accès, de poser des questions dans la rue, etc. Et en France, la jeunesse est complètement bloquée, surtout en milieu rural. Donc, tout ce qu'on peut faire maintenant, moi, en tout cas au niveau de la coopération, c'est, excusez l'expression, mais c'est de secouer un peu le cocotier et de mettre tous ces jeunes en lien les uns avec les autres et de leur dire de ne pas avoir peur de l'autre et d'apprendre les langues étrangères. Merci. Merci beaucoup pour cette ouverture. Oui, effectivement, lutter contre le repli, se frotter à l'altérité, semblent des choses assez nécessaires dans les temps qu'on rencontre. Myria Durand, vous êtes donc chargée de mobilité internationale et de la professionnalisation du réseau Information Jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui est aujourd'hui développé par le réseau Information Jeunesse sur ce volet international? Alors, sur le volet international, le réseau Information Jeunesse en France a un deuxième label qui est décerné par la Commission européenne, qui est le label Eurodesk, qui est le label d'information pour les jeunes. Donc, ça tombe bien puisqu'on est le réseau d'information jeunesse. Et à ce titre-là, en fait, on accompagne les jeunes. L'idée, c'est de recevoir des jeunes, quelle que soit leur origine, quel que soit leur âge. On a parlé de plusieurs choses. Je me suis reconnue dans pas mal de choses qui étaient dites. C'est qu'un jeune, quand il arrive, il aime pas, quand il arrive chez nous, il aime pas forcément être saucissonné. C'est-à-dire que c'est pas un étudiant, c'est pas un apprenti, c'est pas un demandeur d'emploi. C'est un jeune qui peut avoir des envies qui vont qui vont se décliner tout au long de sa vie. Et l'idée que nous on développe, c'est de les accompagner à leur montrer toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à eux. Actuellement, souvent, quand on parle de dispositif, un jeune pense à argent, budget. Quel est le budget pour que je puisse faire une mobilité, pour que je puisse partir à l'étranger? Il n'y a pas des dispositifs pour tout ce que les jeunes pourraient faire, mais il y a des opportunités, il y a des moyens de pouvoir faciliter cette mobilité. Et c'est ce que nous, on essaye quand on accueille les jeunes. Donc, notre accueil est anonyme et gratuit et sans rendez-vous, c'est-à-dire qu'il vient avec sa question, qui parfois n'a rien à voir avec la réponse qu'on va leur donner, puisqu'en grattant, on se rend compte que derrière les questions se posent d'autres questions. Et l'idée, c'est d'avoir cette posture, d'être bien à l'écoute, d'avoir cette empathie et de leur proposer un panel de possibles pour qu'ils puissent organiser leur parcours de vie. On est situé, en fait, on a un maillage assez important sur le territoire. On a à peu près 1300 structures en France. On a 3000 référents en Europe. On est en contact permanent avec eux. L'idée, c'est vraiment de pouvoir lui donner la bonne réponse au moment de sa vie quand il la demande. Et dans quelle situation la mobilité internationale présente le plus d'avantages? Enfin, comment elle vient sur le tapis à un moment donné? Est-ce que c'est un jeune qui vient vous voir et qui dit bah, j'aimerais bouger, j'aimerais partir à l'international? Ou est-ce que c'est vous qui, en fonction de ce qu'il vous raconte, bah, vous vous dites ça serait peut-être bien pour lui d'aller voir ailleurs? Alors, il y a plusieurs façons. Pour certains jeunes, il y a une espèce d'injonction par leur établissement qui leur demande de faire un stage à l'international et pour lesquels ils sont un peu démunis parce qu'ils ne savent pas comment procéder, qu'ils ne connaissent pas aussi les procédures administratives, etc. Et il y en a d'autres, ils ont juste un peu entendu parler de cette possibilité et qui viennent voir ce qu'ils peuvent faire. Et j'allais dire, les réseaux sociaux fonctionnent très bien pour les jeunes, puisque j'ai un exemple très, très récent. C'est qu'il y a une influenceuse qui a parlé de ça la semaine passée. Et j'ai eu énormément de demandes de jeunes qui voulaient partir. Un jeune m'a appelé à 3 heures du matin dimanche. Il a dû se dire, tiens, peut-être que lundi, je peux partir. Et en fait, c'est aussi ça, c'est l'immédiateté, c'est-à-dire qu'un jeune a besoin d'une information et il a besoin de l'avoir tout de suite. Ouais. Et notre rôle aussi, c'est de pouvoir réagir assez rapidement, d'avoir cette posture et de changer la posture, puisque les jeunes d'il y a 10 ans, les jeunes d'avant Covid, ce n'est pas les jeunes de maintenant, leur demande est différente, même si leur objectif est le même. Et on essaye de vraiment être en veille sur toutes les opportunités qui existent, de faciliter, en tout cas de ne pas casser leurs rêves. Évidemment, il y a des demandes qui sont très difficiles et quasi impossibles, mais c'est de leur proposer autre chose qui pourrait finalement leur donner l'envie, enfin de leur donner ce pourquoi ils sont venus. Et évidemment, une expérience de mobilité, et puis je ne vais pas redire ce qui a été dit, ça ouvre plein de choses. Le jeune en revient complètement transformé.
il a des étoiles dans les yeux. Et j'allais ajouter aussi autre chose, c'est que les jeunes sont les meilleurs ambassadeurs pour parler de leur expérience de mobilité. Nous, on organise souvent des rencontres de pair à pair, c'est-à-dire que au-delà de ce que nous, on pourrait raconter, au-delà de ce qu'on pourrait leur dire comment faire, quand un jeune vient de partir et raconte ce qu'il a vécu, le jeune, tout de suite, il se sent plus en communion et il se dit, ben ouais, c'est quelque chose que je pourrais vivre. Ouais, donc ça change quand même la perception. Christophe de Contenson, vous avez beaucoup travaillé, notamment à New York aussi, avec des groupes de jeunes. Vous, quand vous avez du retour des dispositifs et des partenariats, des coopérations que vous faites, qu'est-ce qui revient en termes de vécu, de retour de cette expérience? Alors, ce qu'on a fait, c'est que j'ai habité en Afrique pendant 15 ans et j'avais ouvert un atelier pour former des peintres, des sculpteurs et des designers autodidactes africains qui n'avaient pas fréquenté l'école. Et j'ai utilisé des matériaux locaux pour réaliser des objets qui sont adaptés à nos goûts et à notre esthétisme. Et en fait, il s'avère que je les ai fait sortir du côté ethnique où on avait tendance à les figer, parce que les Français, quand ils vont en Afrique, ils attendent à ce que tout le monde reste bien dans la case ethnique, parce que ça nous rassure, nous, sur quelque chose que nous avons perdu, mais que eux ont encore. Et en fait, on entretient une espèce de mensonge. Donc, j'essayais de casser ça. Et donc, ce centre, on a commencé avec 5 artistes, on a fini avec 60. Et j'ai travaillé, effectivement, pour y revenir, avec des jeunes qui sont dans les ghettos aux États-Unis, des Africains américains, qu'on amenait en Afrique et qui passaient du stade de minorité à majorité. Donc là, ça avait un impact incroyable. Et on plaçait des jeunes Africains en situation d'apprendre à des jeunes noirs américains comment travailler. Et eux leur disaient, mais attendez, vous gagnez 1 000 euros, 1 500 euros par mois, puisque c'est un projet, je veux dire, associatif et humanitaire, donc eux gardaient 85% des ventes pour eux. Vous gagnez votre vie et là, vous êtes en majorité. Chez nous, c'est l'enfer. Donc, tous ces jeunes Africains-Américains avaient repris tellement confiance en eux quand ils rentraient aux États-Unis, ils quittaient le gang, ils quittaient la drogue et ils s'inséraient dans des projets artistiques et culturels. Moi, je reste sur ce vecteur-là, principalement, et entre autres avec la Mongolie, etc. J'étais à l'école des Beaux-Arts d'Oulan-Bator et j'ai rencontré la première année de Beaux-Arts et je leur ai demandé de travailler sur des tableaux de notre patrimoine et de les réinterpréter. Et je vais voir une école française et leur demander de réinterpréter des monuments de Mongolie. Donc je pense que dans des échanges par la culture, on contourne la question politique et ça ouvre plein d'espaces. Et après, on peut, ce que vous disiez tout à l'heure, on amène les parents. Parce que très souvent, ce sont les parents qui freinent des deux fers, parce qu'eux ne sont pas dans une culture de voyage. Mais je veux dire, la mondialisation et la globalisation, on est irresponsable si on n'accompagne pas cette ouverture vers l'autre. Merci Christophe de Contenson. Laurie Malorand, vous êtes en charge, chargée de mission, pardon, service Alcotra, direction des fonds européens, région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes venu avec Jade Rapalini. Voilà, vous allez nous raconter votre histoire commune. Alors, ce que vous faites côté Alcotra, et puis ce qu'a vécu Jade, hein, on est en mode témoignage. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Désolée du retard, du coup, on s'est un peu perdu dans les coulisses du Palais des Congrès. Le bâtiment est grand. Oui. Je voulais vous remercier déjà pour l'invitation. C'est une belle opportunité pour nous que de présenter notre initiative du Conseil des jeunes du programme Alcotra. Et je voulais aussi excuser ma responsable Véronique Vera qui devait intervenir aujourd'hui, mais qui doit présenter elle aussi le Conseil des jeunes à Bruxelles dans le cadre d'un autre événement. Donc le programme Alcotra, c'est un programme de coopération territoriale européenne qui est financé par le FEDER, donc le Fonds européen de développement régional, et qui est de gestion déléguée à ce qu'on appelle une autorité de gestion. Et l'autorité de gestion, c'est donc la région Auvergne-Rhône-Alpes qui tient ce rôle depuis 2014. Alors, Alcotra, ça porte sur certains pays en particulier ou Oui. c'est sur toute l'Europe? Non, c'est un programme transfrontalier franco-italien D'accord. qui intervient donc sur le territoire côté français, la région Auvergne-Rhône-Alpes à travers les départements de la Haute-Savoie et de la Savoie, et pour la région sud, dans les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence et les Alpes-Maritimes. Et côté italien, on a 3 régions impliquées, la région autonome de la Vallée d'Aoste, la région Piémont, avec en particulier les provinces de Turin et de Cuneo, pour ceux qui connaissent un peu la géographie italienne, et puis la région Ligurie, avec la province d'Imperia, donc qui est directement frontalière avec la France.
Et voilà, l'objectif du programme Alcotra, c'est bien de faire de la coopération sur ce territoire transfrontalier sur différentes thématiques qui sont définies au cours de chaque programmation européenne. Donc, on parle de mobilité, d'environnement, on parle de jeunesse en particulier. Mais aujourd'hui, on va surtout vous parler du Conseil des jeunes qui a été créé en 2022. Voilà, l'autorité de gestion, donc en particulier la région Auvergne-Rhône-Alpes, était beaucoup impliquée sur la question de la jeunesse, comment on met la jeunesse au cœur de ce programme transfrontalier et notamment dans la gouvernance de ce programme. On était conscient que les jeunes, c'est le futur du territoire transfrontalier, qui est un territoire particulièrement rural et de montagne, et on voulait les impliquer dans la construction de ce futur. Et donc, différentes actions ont été menées pendant 10 ans, des actions de consultation des jeunes. En 2017, par exemple, avec un atelier qui a rassemblé plus de 200 jeunes français et italiens. L'organisation aussi d'un concours de storytelling en 2020, donc pendant la période Covid, où on leur demandait de raconter l'histoire du territoire sous le prisme du changement climatique. Voilà, on favorise aussi les projets qui ont comme cible principale les jeunes et donc on les finance. Et toutes ces activités ont porté à une maturité du programme qui, en 2022, était prêt à créer une instance, le Conseil des jeunes, qui est membre à part entière du comité de suivi, donc l'instance décisionnelle du programme. Et voilà, ils ont une voix consultative, mais leur rôle pourra peut-être amener à évoluer. Et je voulais surtout laisser la parole du coup à Jade, qui est membre de ce comité des jeunes depuis 2 ans et qui va pouvoir nous raconter son expérience. Donc je voulais te demander, Jade, si tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours et pourquoi tu as décidé de rejoindre ce conseil des jeunes Alcotra. Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Jade Rapalini et je suis la représentante des Hautes-Alpes au sein du Conseil des jeunes depuis déjà 2 ans et quelques mois. J'ai intégré le conseil dès leur première année et du coup, j'en suis à mon 2e mandat et demi, on va dire. J'ai commencé tôt dans les études dans les sciences politiques. Je me suis toujours intéressée aux relations franco-italiennes avec un père italien et une mère française. Et j'ai toujours voulu, du coup, travailler dans ces relations entre ces deux pays et voir comment la jeunesse pouvait aussi intégrer ces relations et comment on pouvait faire aussi en sorte que des problématiques qui ne sont pas tout le temps perçues par des personnes soit plus âgées ou alors qui sont dans de plus hautes instances soient mises en avant. Donc, c'est pour ça que je me suis, après une alternance au conseil départemental des Hautes-Alpes, on m'a proposé de participer à ce conseil des jeunes et j'ai tout de suite accepté. Et du coup, dans ce conseil des jeunes, j'ai pu participer à plusieurs projets. On a mis plein de choses en route, et comme par exemple le label des jeunes, où en fait on a créé, grâce aux projets qui sont financés par le programme Alcotra, nous on fait une sélection sur des projets qui vont représenter la jeunesse. On passe en comité où des conseillers comme moi, des membres du conseil des jeunes les évaluent. Et après, selon des critères qu'on a décidés et qui touchent à la jeunesse, mais aussi aux problématiques du territoire comme les transports, l'écologie, on les labellise et on leur donne de la communication. On a aussi mis en place un podcast pour parler, entre autres aussi des jeunes dans l'Union européenne, de leur place et des problématiques qui nous concernent. Et on a aussi créé un livre blanc, donc une BD, pour parler de l'écologie sur nos territoires, donc principalement franco-italien, mais on aborde aussi, puisque l'écologie c'est une thématique mondiale, donc elle ne touche pas que nos territoires, elle ne touche pas que la jeunesse. Donc on pense que c'est assez inclusif, même si c'est nos territoires qui sont mis en avant. Je voulais te demander également, tu arrives au terme de tes 2 mandats. C'est le maximum autorisé pour les jeunes. On peut C'est pas, 2 ans. c'est 2 mandats d'un an. 2 mandats maximum d'un an. D'accord. Je voulais savoir ce que tu retiendras de cette expérience et ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que ça représente pour toi, le Conseil des jeunes Alcotra. Alors, ce qui représente, c'est vraiment, on a la chance, jeunes du conseil, d'avoir une vraie place dans cette instance. C'est vrai que de prime abord, un conseil dans un fonds européen qui va donner de l'argent pour des projets, c'est assez éloigné de nos thématiques. Moi, je suis encore en master 2 en ce moment.
Et c'est vrai que c'est pas la première chose où on va plutôt, en tant que jeune, se tourner vers du sport ou vers des associations autres comme culturelles, musicales. Et là, de se dire qu'on va aller dans un fonds européen pour des projets de tout type, c'est pas ce qui est, on va dire, la première porte ouverte. Mais finalement, je suis très contente de mon expérience parce que j'ai pu participer et être vraiment au cœur de ce fonds. J'ai participé à des comités de suivi où j'avais une vraie place. Ne serait-ce que d'avoir son nom sur une étiquette à une grande table avec des élus, c'est quelque chose en tant que jeune. Ça permet aussi d'avoir l'impression, et pas qu'une impression, mais d'être vraiment représenté, d'avoir voix au chapitre, de pouvoir prendre la parole devant des élus qui sont là pour ma part français et italiens, de se sentir écouté et compris parce que, par exemple, au terme de la deuxième édition du Label des jeunes, on a des projets et des porteurs de projets qui nous ont dit qu'ils s'étaient basés sur nos critères pour améliorer leur projet, pour le construire, pour intégrer des jeunes. Donc, on voit qu'on a vraiment un impact et on n'est pas juste, on va dire, on fait pas juste de la figuration. Donc, je retiendrai vraiment que c'est une instance qui a voix au chapitre où on peut faire des choses concrètes et on ne fait pas juste de la figuration, on n'est pas juste un chiffre sur des plaquettes qui souvent, c'est ça qui nous démoralise et qui ne nous incite pas à participer. Merci. Et je voulais juste conclure en disant que du coup, l'initiative est toute jeune puisqu'elle est née en 2022. Donc, on est à notre deuxième mandat. On travaille actuellement sur le renouvellement du conseil. Et en novembre, on installera le nouveau conseil des jeunes. Ce qu'on peut déjà dire en 2 ans, c'est que pour nous, c'est une expérience positive et qui est réussie. Parce que pour le programme, on en a tiré des bénéfices, voilà, en impliquant directement les jeunes qui nous font des propositions et qui nous poussent aussi en tant que collectivité et en tant que programme à aller plus loin dans nos réflexions et puis aussi à leur donner plus de moyens d'agir. Donc, on essaye de penser déjà pour la suite à comment on peut donner plus de place à ce Conseil des jeunes et ce qu'ils peuvent mettre en place concrètement sur le territoire transfrontalier. Et on voit que ça suscite de l'intérêt parce que chaque année, on reçoit un peu plus de candidatures que l'année précédente. Donc, il y a quand même un véritable intérêt de la part des jeunes de se rencontrer l'un l'autre voilà, d'un côté et de l'autre de la frontière, et puis de pouvoir construire ensemble dans une optique européenne et de partage, même si on ne parle pas forcément la même langue, même si on n'a pas forcément la même culture. Oui, parce que c'est ça le nœud du truc, si j'ose dire, c'est parce qu'il y a des conseils des jeunes en France. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, Jade, que finalement vous soyez dans un conseil binational? Est-ce que vos homologues italiens, ils ont une même vision de la politique? Est-ce qu'ils éprouvent les mêmes choses que vous? Est-ce qu'ils sont là pour les mêmes raisons? Quelle est la différence que ça peut apporter par rapport à un conseil des jeunes où vous auriez pu être au département des Hautes-Alpes ou dans une commune? Alors, bah, la première différence, c'est la langue, parce que du Oui, coup, pendant nos relations, toute petite différence en effet. mais c'est vrai que bah, déjà d'avoir des réunions en français et en italien, il y a des contresens qui peuvent être faits où il y a des traductions qui ne se font pas, donc il faut aussi adapter notre langage, notre communication, pour qu'il n'y ait pas de malentendus entre les personnes. Vous me demandez si on a les mêmes objectifs politiques. On ne parle pas de politique du tout dans le sens où on est apolitisé. On veut juste faire en sorte que nos territoires progressent avec des thématiques en commun. Ça, c'est faire de la politique, hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, voilà. Nous, notre but, c'est pas de savoir si on est à droite ou à gauche. On veut juste, par exemple, entre la France et l'Italie, on a des gros problèmes de transport en commun. Ouais. Moi là, j'ai fait un double diplôme à Aoste. J'ai dû revenir en France. Je devais trouver un moyen de le faire par transport en commun. C'était vraiment mission impossible. Il fallait que je passe par des trains, des bus. Enfin, c'était horrible. Alors qu'en voiture, ça se fait très bien. Il y a une autoroute. Enfin, c'est accessible. C'est une de nos thématiques de se dire comment on se déplace. Surtout nous, jeunes, où on n'a pas toujours de permis, on n'a pas toujours de voiture. Comment on fait pour aller retrouver les autres jeunes qui sont finalement parfois qu'à 40 km. Quand on habite Montgenèvre et qu'on veut aller à Souze ou juste à côté, la vallée qui est en dessous, c'est très compliqué. Alors que en fait, dans d'autres villes, ça se fait très facilement. J'habite sinon normalement à Aix pour aller à Marseille. Au fin fond de Marseille, ça se fait très bien. Et on n'a pas du tout les mêmes problématiques. Donc pendant nos réunions, on a des problématiques en commun. On a aussi des problématiques qui ne le sont pas, où des territoires italiens vont avoir les mêmes problématiques entre eux, des territoires français entre eux, et parfois des territoires italiens et français
vont avoir des thématiques en commun que d'autres territoires français et italiens n'ont pas, du fait qu'on a des territoires qui sont sur la Méditerranée et d'autres qui sont dans les Alpes. Et donc, les thématiques ne sont pas les mêmes, mais on travaille ensemble et c'est pas parce qu'une personne qui va représenter Imperia se sent pas investie par une thématique alpine, va pas travailler sur une thématique alpine. Non, on est tout un groupe. Il va quand même contribuer. Oui, et puis vu qu'on est quasiment c'est pas un critère de sélection, mais ça aide d'être franco-italien parce que du coup, on a la fibre un peu de cette transnationalité et on se sent tous unis de se dire on veut travailler pour la France et pour l'Italie, pas juste pour moi, Hautes-Alpes, vouloir travailler que pour Gap, que pour Briançon. Non, j'ai aussi envie de travailler pour Turin, j'ai envie de travailler pour Aoste et ça donne envie aussi de découvrir le territoire et c'est un peu pour ça que je suis partie en double diplôme à Aoste en me disant au moins je pourrais découvrir encore plus le territoire Alcotra. Super. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir Jade. Que ça un beau parcours et après ça, vous envisagez quoi comme type de carrière? L'idéal serait d'aller, Ah bah oui, on ne vise que l'idéal. on vise la Lune, comme on dit, ce serait d'aller à la Commission européenne ou au Comité des régions, parce que pour continuer ça, pour aller viser encore plus haut, pour porter la voix des jeunes, et même quand je serai moins jeune, aller porter ma voix. Et si je peux continuer, sinon dans les relations franco-italiennes, à travailler soit pour des projets ou pour des ambassades, consulats. Parce que c'est vrai qu'au bout de 2 ans à Alcotra, je pense il y a beaucoup de choses encore à faire. Je ne peux pas faire d'autres mandats. Peut-être que la question se serait posée si j'avais l'opportunité, mais j'ai envie d'aller voir autre chose, d'aller voir ailleurs et de continuer à me former, à faire de nouvelles rencontres et de découvrir notre Europe. Ça y est, elle est picousée à l'Europe. Bravo et merci encore. Leslie Fardin, on va rester sur naturellement ces questions d'international. Est-ce que vous souhaitez que je passe vos slides pendant que vous vous présentez? Hein, ok, ça marche. Autour de justement des chantiers, hein, des chantiers de jeunesse, qui sont aussi des lieux de rencontre internet entre jeunes de différents pays. Et donc vous avez souhaité nous éclairer sur l'action que vous conduisez au sein de Cotravaux. Voilà, vous allez nous dire pour commencer ce que c'est que Cotravaux, et puis après on embrayera Effectivement, je vais brièvement vous présenter le réseau. Vous pouvez passer la slide. tout de suite. Merci. Donc, le réseau Cotravaux est un réseau assez ancien pour lequel l'international a toujours été au cœur. Le réseau naît en 1959 et au début, c'est des associations nationales et régionales qui vont vraiment s'unir autour de projets d'échange, mais aussi de volontariat et de chantiers de jeunes bénévoles internationaux. Aujourd'hui, Cotravaux s'est doté de co-travaux régionaux, tout simplement, dans un en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y en a 7 autres. Et en fait, l'idée, c'est pas d'avoir une subordination, mais plutôt d'avoir une vraie vie en réseau et de pouvoir agir au plus près des territoires, avec chacune leur spécificité. C'est quoi le CCSVI? Alors, le CCSVI, c'est le comité central de... Attendez, je reviens. C'est sur le comité de coordination du service volontaire international, qui est D'accord. très ancien et auquel Cotravaux National est membre. Donc, nous sommes tous membres par répercussion et qui, du coup, travaille beaucoup sur les questions du volontariat de manière générale. Je ne sais pas si Resacop... Non, je ne sais pas. Et on fait aussi partie de France Volontaire, qui est une autre partie de la solidarité internationale. D'accord. Et du coup, c'est vrai que ces réseaux-là, plus les réseaux qu'ont chacune des associations elles-mêmes, notamment au sein du réseau de l'Alliance, qui est un réseau qui réunit 29 pays membres autour, pareil, de questions de volontariat international, permettent au réseau et aux associations de pouvoir envoyer et accueillir des jeunes internationaux sur nos projets. Voilà. Peut-être quelques mots sur le chantier. Le chantier de Jeunes Bénévoles International est lui aussi assez ancien. Il naît en 1920, au lendemain de la Première Guerre mondiale, à Essen, à côté de Verdun, sous l'initiative de Pierre Cérésol, avec vraiment au début la volonté de faire coopérer des peuples qui étaient autrefois ennemis et qui doivent maintenant rebâtir le monde ensemble. Donc sur le premier chantier, il y avait des Allemands, des Hongrois, des Suisses, mais aussi des Français et une Hollandaise, je crois, avec vraiment la volonté, dans un premier temps, de reconstruire des baraquements pour les paysans qui ont tout perdu lors des bombardements. Et c'est un chantier qui, au début, va se tenir pendant près de 2 mois, dans le froid. Et ça a été une première. Après, on a un peu perdu les chantiers, puis c'est revenu après la Seconde Guerre mondiale.
Et donc aujourd'hui, les chantiers, que ce soit en France ou à l'étranger, ont toujours le même cadre. C'est toujours un séjour de 2 à 3 semaines pendant la période estivale, puisque ça correspond généralement aux vacances scolaires de toutes les universités. Mais aussi, c'est un groupe de 8 à 50 jeunes. La plupart du temps, ils sont quand même entre 12 et 15 par projet, avec des adolescents à peu près à partir de 15 ans et des adultes, donc de 18 à 25, mais au-delà, pour ceux qui le souhaitent. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un chantier comme support, de faire ensemble, de vivre ensemble et de rencontres. Puisque sur tous les chantiers, vous avez des internationaux. Et l'idée, c'est de ne pas dépasser deux personnes de la même nationalité pour éviter des sous-groupes et pour permettre un vrai brassage culturel et social. Donc, pourquoi un chantier? Pour la réalisation d'un projet d'intérêt général qui est utile au territoire qui l'accueille, puisque dans les associations de chantier, vous avez 2 types de chantiers, celles qui sont sur des sites. En Allier, ça va être le site, par exemple, de Montcombre-les-Mines, de l'association Le Créneau, qui fait partie du mouvement Solidarité Jeunesse. Et puis, vous allez avoir des chantiers qui vont être en lien avec des collectivités territoriales et qui vont donc se faire au sein des communes. Et c'est là où, comme vous le disiez, ça permet d'ouvrir la jeunesse qui est dans des zones rurales à la mobilité internationale et à la rencontre interculturelle. Donc, il y a des travaux qui sont réalisés, puisque qui dit intérêt général dit travaux, et dans notre cadre à nous, c'est vraiment des travaux palpables. Nous verrons les thématiques juste après, mais c'est de 20 à 25 heures, et ça permet aussi finalement de solliciter et de susciter l'entraide entre les jeunes, puisque pendant le travaux, rappelons-nous, nous sommes d'éducation populaire, donc les jeunes viennent sans aucun prérequis. Et du coup, ça suscite aussi, dans la difficulté parfois, l'entraide des uns et des autres, même si finalement on ne partage pas la culture, la langue, la religion ou autre. Pour ce qui est des thématiques, on est sur des thématiques assez variées, mais qui tournent toujours autour du patrimoine, de l'environnement, de l'action culturelle, mais aussi de l'aménagement du cadre de vie, et notamment dans les zones extra-urbaines ou les quartiers prioritaires des villes, où souvent on travaille avec les jeunes qui habitent ces quartiers-là à l'embellissement de leur quartier et à la réappropriation de leur quartier. Dans tous les cas, que ce soit en France ou à l'étranger, la réalisation des travaux permet à la fois d'acquérir du coup des savoir-faire, puisque quand vous êtes sur un patrimoine et que vous êtes sur un château classé, vous allez apprendre les murs en pierre sèche, la taille de pierre, mais du coup, ça permet aussi de remettre en valeur des savoir-faire traditionnels qui sont propres à des territoires, puisqu'on n'a pas la même pierre dans le Cantal qu'à Clermont-Ferrand ou à Moustier. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de remettre en valeur ces choses-là et en même temps de susciter la curiosité sur une histoire, l'histoire d'un territoire, l'histoire d'une culture, et de partager. Et en plus de ça, quand c'est des chantiers qui sont sur des communes, donc c'est aussi le cas à l'étranger, ça va créer du lien social. Les anciens vont venir raconter l'histoire de la fontaine, voilà, et ce, même avec les étrangers. Voilà, donc on a tous des valeurs communes, c'est ce que je vous disais, mais de toute façon, c'est les valeurs qui sont communes à finalement tous les projets d'engagement et de mobilité internationale. Et peut-être qu'on peut mettre le témoignage de Guénolé, si c'est possible, la vidéo que je vous ai... Ah, Vous l'avez pas, non, c'est pas grave. non, visiblement, je ne l'ai pas. Mais voilà, donc en fait, c'était juste, du coup, je vais plutôt vous parler des motivations que les jeunes ont et le retour qu'on en a, pardon. Donc effectivement, souvent les jeunes, ils partent pour découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, parler la langue anglaise et l'améliorer, puisque que les chantiers soient en France, à l'étranger, on est quand même sur une langue qui est l'anglais. Voilà, moi je tiens quand même à insister que pour des jeunes Français qui sont un peu frileux de partir à l'étranger, parler l'anglais avec des repères un peu moins faciles, le chantier en France est aussi une bonne première marche, puisqu'elle vous permet aussi de vivre avec 12 jeunes internationaux. Et c'est même plus valorisant, puisque de toute façon, il y en a en France entière. Donc un Auvergnat peut très bien partir à Brest faire un chantier s'il le souhaite. Mais à côté de ça, c'est vrai que sur son territoire, et on le fait beaucoup avec des jeunes décrocheurs dont on a parlé avant, ou des jeunes dits à moindre d'opportunités, ça leur permet aussi de se réassurer et de eux-mêmes se réapproprier leur territoire et de donner envie de le partager. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour les associations. Et à l'étranger, mais comme ici aussi de manière générale, il y a vraiment cette histoire de se dire que la diversité des cultures fait aussi la force de ce qu'on est. Et c'est vrai que les chantiers permettent aussi, par la vie collective, puisqu'ils partagent vraiment, il y a une équipe cuisine, une équipe ménage qui tourne tous les jours, chacun prend part. Il y a vraiment aussi une responsabilisation par rapport à l'autre d'une manière collective. Et c'est vrai que ça permet
finalement de les aider à se rendre eux-mêmes acteurs du monde de demain qu'ils construisent. Pour ce qui est des associations, il y a plusieurs possibilités d'envoi. Donc, il y a des envois individuels, ça c'est le jeune classique qui part en chantier de jeunes en France ou à l'étranger. Mais il y a aussi des possibilités d'envoi de groupe. Et c'est notamment ce que Concordia a fait avec la mission locale du Nord Ardèche, puisque ça fait 3 ans qu'ils envoient des groupes de 8 jeunes avec un animateur de mission locale en chantier dans différents pays européens. Et ça, c'est tout à fait possible. On peut aussi le faire avec des jeunes de MEX, des jeunes d'ASE, enfin voilà, tout est possible. Tous les groupes sont possibles de manière générale. Il faut juste qu'il y ait une structure derrière. Et donc en 2003, c'est environ 500 jeunes envoyés en chantier à l'étranger, rien qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Et à l'inverse, on en a accueilli 1500 l'été dernier, voilà, sur 70 sessions de chantier à peu près. Donc ça fait quand même un vrai brassage culturel au sein de nos territoires. Voilà. Et puis, au-delà de ça, les associations travaillent avec beaucoup de dispositifs que sont le Corps européen de solidarité et qui permet notamment de partir en équipe sur des chantiers de jeunes bénévoles quand on est majeur, puisque le Corps européen de solidarité reste majeur. Le service civique à l'international, les échanges de jeunes, et puis certaines font aussi des chantiers OPHAGE avec des rencontres trinationales. Merci et bravo. Même si on n'a pas la vidéo, c'est un jeune qui est parti au Danemark. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qu'il a vécu en écho à ce qu'il vous raconte au retour? Oui, Guénolé est parti il y a 2 ans sur un chantier au Danemark pendant 2 semaines dans une école où il devait être un peu ce qu'on appelle les teacher assistants. Et du coup, il devait choisir les classes auxquelles il voulait, les classes auprès desquelles il voulait participer. Et Guénolé a préféré être dans une classe où il y avait tous les âges mélangés, mais avec des handicaps 10, donc les dyspraxiques, les dyscalculiques, voilà, cette grande famille de handicaps. Et en fait, ils étaient là pour seconder, donc ils ont beaucoup vécu avec les enfants qui avaient entre 8 et 12 ans. Et donc, du coup, forcément, la langue française, pas du tout au Danemark. Mais du coup, voilà, ils ont... ce qui est marrant, et ce qui revient souvent, c'est à quel point on arrive quand même à communiquer avec des gens du moment que les deux parties sont très ouvertes à se rencontrer et à partager. Et où finalement, la langue est peu, en fait. Et puis, il y a aussi tout l'aspect découverte de la culture, parce que c'est vrai que les chantiers, c'est la vie collective, mais c'est aussi la réalisation des travaux, donc là, dans ce cas-là, plutôt social. Mais il y a aussi la partie découverte du territoire. Et c'est vrai qu'il y a aussi cette rencontre vraiment avec l'autre et avec son pays, avec sa culture, qui ressort de tous les témoignages et qui souvent leur redonne très envie de reprendre le sac à dos et de repartir. Picouzet, eux aussi. Merci infiniment. Mélodie Carati, vous êtes chargée de mission jeunesse et éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale qu'on va regrouper dans EXI. Parce que Oui, ou vous avez, CSI, ou voilà. voilà, vous avez un stand effectivement sur lequel vous nous invitez à jouer avec vous, donc au sein de Resacop. Donc rapidement, qu'est-ce que c'est Resacop et qu'est-ce que vous faites avec notamment les jeunes? Concrètement, vous pouvez passer. Du coup, Resacop, effectivement, c'est le réseau régional multi-acteurs donc, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme il en existe dans toutes les autres régions de France, bon, uniquement en Guadeloupe pour la zone caribéenne. Et puis, on a quand même 20 antennes au total, donc on essaye effectivement au maximum d'avoir ce maillage territorial. Alors concrètement, c'est quoi un réseau régional multi-acteurs, une fois qu'on a dit ça? En fait, un RRMA regroupe tous les acteurs de la coopération et du développement international sur son territoire. D'accord. Donc, quand on dit toute structure, c'est vraiment toute structure. C'est-à-dire que clairement, on a les associations de solidarité internationale qui sont quand même voilà, au cœur de ces sujets-là, mais pas que. On parle aussi des collectivités territoriales avec qui voilà, on mène des partenariats. On essaye vraiment de travailler du coup en intelligence, et effectivement donc des collectivités territoriales font partie de notre conseil d'administration évidemment. Et puis on travaille avec toutes les associations jeunesse, mais aussi des établissements scolaires, universitaires, même hospitaliers, et les entreprises. Donc vraiment tout type de structure qui souhaite ou mène des actions à l'international dans cette optique clairement de lutter contre les inégalités en fait dans le monde, hein. Il y a un petit peu ça, donc toutes les questions de développement. D'accord. Donc pour faire ça,
Non, désolé, Non, pas encore, pardon. j'y suis pas encore. Vous aviez laissé un petit silence après pour faire ça, je me suis dit, c'est un Ouais, signe. c'est vrai, ça aurait pu, mais pas encore. Donc en tout cas, nos deux objectifs, c'est effectivement, donc nous, on essaye d'améliorer déjà la qualité des actions de coopération qui sont effectuées sur notre territoire, mais aussi de les promouvoir, puisqu'il y a clairement des zones, des territoires qui sont quand même assez éloignés de ces thématiques-là. Et puis aussi, on essaye de contribuer donc à l'ouverture des habitants, des citoyens du territoire, de la région à l'international. Et c'est ce qu'on appelle donc notre pôle éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, qu'on appelle aussi EXI pour ceux qui connaissent. Et donc nous, chez Resacop, en tout cas, on a 4 salariés sur 9 au total qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, pour vraiment contribuer à ces deux objectifs de notre réseau, on le fait en informant. Donc, clairement, on a aussi cette mission d'identifier les acteurs dans notre domaine de la coopération internationale, d'accompagner les structures. Donc, tout type de structure qui souhaite monter un projet peut nous solliciter. Et nous, on réoriente vers des structures où on les accompagne nous-mêmes, notamment vers des dispositifs de financement, j'en reparlerai. Et puis, on a aussi cet objectif, évidemment, de fédérer, parce que ce n'est pas qu'une mise en réseau, on a vraiment à cœur de faire travailler les structures ensemble. On voit vraiment qu'il y a des synergies à trouver entre toutes les différentes structures que je viens de nommer. Cette fois, c'est bon. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale? Voilà, qu'on nomme EXI. En fait, clairement, vraiment l'objectif, c'est de favoriser la construction d'un monde plus juste, plus solidaire et plus durable. Oui, rien que ça. Donc, du coup, en incitant chacun et chacune, donc, il y a vraiment 3 piliers, à s'informer, à comprendre et donc à lui donner le pouvoir d'agir donc vers un futur désirable. Pour ça, on s'appuie donc sur un processus pédagogique qui se poursuit donc tout au long de la vie. Effectivement, l'idée, c'est quand même on pense qu'on apprend à tout âge. Donc, l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, clairement, s'inscrit là-dedans. Après, il y a vraiment une partie, la jeunesse et on va dire un peu le public cible pour 2 raisons. D'une part, parce que c'est les jeunes d'aujourd'hui qui feront le monde de demain. Et puis aussi, l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale vraiment s'appuie sur des méthodes d'apprentissage que sont le jeu. Donc voilà, apprendre en jouant, c'est quelque chose où on est à peu près certain que ça fonctionne mieux que des informations très descendantes. Donc voilà, donc l'idée de vraiment Lexi, c'est que chacun et chacune puisse mieux comprendre. Et quand je dis à tout âge, ça commence quand même très jeune. Lexi peut vraiment s'adapter à des publics à partir de même moins de 10 ans, j'irais même 8 ans. On a vu, on a des outils en tout cas et des acteurs qui travaillent avec ce genre de public. Et l'idée, c'est qu'un citoyen comprenne en fait comment sa façon de consommer, de s'habiller, de manger, en fait, quel est l'impact sur le monde. Et donc, pour mener des actions en fait de CSI, on s'appuie sur un cadre qui existe au niveau international. Donc, c'est le cadre des objectifs de développement durable. Donc, je ne sais pas si certains et certaines sont familiers avec ce cadre-là. En tout cas, ces 17 objectifs de développement durable permettent de couvrir beaucoup de thématiques. Et en fait, avec Lexi, on va surtout essayer, grâce à un jeu qui part d'un sujet très concret et donc qui parle au plus grand nombre, c'est-à-dire que vraiment Lexi s'inspire clairement des démarches d'éducation populaire. Ça s'adresse à tout type de milieux sociaux aussi, puisqu'on part de quelque chose de très concret donc que le public connaît. J'y reviendrai avec un exemple tout à l'heure. Et puis, et donc pour montrer en fait toutes les interdépendances, c'est-à-dire que par l'alimentation durable, on peut très bien, ou par la thématique de l'alimentation, on va découvrir que finalement ça a un impact aussi sur la vie aquatique, sur la vie terrestre, etc. Donc nous, je vous avoue que chez Resacop, on est un peu frustrés puisqu'on a, de par notre domaine d'activité, donc on est vraiment sur la thématique internationale. Donc nos interlocuteurs privilégiés,
Au sein des collectivités, ce sont les relations internationales. Mais comme vous le voyez, en fait, on travaille sur tout un tas d'autres thématiques qui, en plus, ont des impacts directs sur les territoires auprès des citoyens de la région. Donc, typiquement, le département de l'Allier, le fait que son service jeunesse ait intégré la dimension internationale, ça nous fait une relation privilégiée avec ce service-là. Mais il y en aurait d'autres, en fait, avec qui on aimerait travailler plus en direct. Donc voilà, je lance un petit appel, j'en profite. Voilà, les services développement durable, les services démocratie participative, il y a vraiment des thématiques autour des institutions qui sont à développer. On parlait justement de la place des jeunes dans les instances de décision. Donc voilà. C'était pour aussi dire qu'on travaille sur beaucoup de thématiques différentes, transversales. Donc quelque chose qui ferait aussi plaisir, il y a des dispositifs de financement qui existent vraiment spécifiquement pour les actions et les projets d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Donc nous, on a par exemple l'Agence française de développement qui dépend du ministère des Affaires étrangères qui finance des projets dans le cadre notamment du projet Récital. C'est des projets donc, de CSI. Et puis, on a aussi l'Union européenne par une direction qui, en fait, vraiment focalise les financements sur des projets EXI. Tout ça pour dire, quand même, pour montrer que l'EXI, c'est vraiment un moyen non seulement de contribuer à un monde meilleur, en gros, donc pour atteindre des objectifs de développement durable, mais c'est aussi considéré par les instances publiques comme un moyen de mise en œuvre des politiques publiques. Voilà. Et donc, effectivement, pour découvrir ces projets que je n'ai pas pu vraiment détailler, je pensais qu'on était très short niveau timing. En tout cas, n'hésitez pas à venir sur le stand parce qu'on a plein, du coup, d'exemples de projets, et notamment le 8 novembre où on a un événement de clôture donc, de 2 projets qui se terminent là cette année, qui sont Mind Changers et Récital. Et donc, où on aura vraiment des jeunes qui présenteront les projets qu'ils ont pu mettre en œuvre pendant ces derniers mois de projet. Connect for Global Change vient juste d'être lancé. Donc voilà, si ça résonne et si ça vous parle, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. C'est quoi l'objet de Connect for Global Change? C'est clairement un financement de l'Union européenne donc qui a doté Resacop. En gros, on a 600 000 € à distribuer à des acteurs du territoire sur les thématiques d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, et avec un gros focus aussi dans ce projet sur les inégalités de genre. Voilà. D'accord, inégalité de genre. Oui. Et les structures qui peuvent vous saisir pour travailler avec vous sur ce programme-là, c'est, on l'a dit, des collectivités, des associations d'éducation populaire, des entreprises aussi ou pas? Non, pas pour les financements, mais par contre, pour des partenariats, on peut vraiment discuter en fait pour monter des partenariats solides, puisque dans le projet notamment de Connect for Global Change, les partenariats sont favorisés, le montage en consortium. Alors, bon, c'est un mot qui fait peur souvent, mais bon, déjà 2 partenaires, c'est pas mal. Enfin, voilà, on est aussi, on est très proche des acteurs du terrain, donc on connaît très bien leurs contraintes. Voilà, donc on est dans la discussion et on essaye au maximum de les aider pour qu'ils puissent soumettre un dossier qui tienne la route et qui passe, quoi, pour avoir les fameux financements. C'est pas que des financements aussi, j'en profite. Il y a aussi tout un accompagnement, justement des formations. Si le CSI, l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale, ça vous parle pas voilà, comme ça beaucoup, mais que ça résonne quand même un petit peu, il y a vraiment un accompagnement, même dans le cadre de ces projets, avec des temps de formation, des rencontres avec les autres porteurs de projets. Et justement, c'est l'occasion de rencontrer des associations qui sont un peu experts dans ce domaine et qui cherchent en fait des structures qui accueillent du public et des publics jeunes. Donc, il y a vraiment c'est vraiment ça qu'on cherche avec le RRMA, avec Resacop, à mettre en lien toutes ces associations et ces structures. Compris. Et ça, c'est? Et ça, du coup, quelques rappels de temps forts au niveau national. Donc, n'hésitez pas à vraiment faire une petite recherche, mais même nous, on peut essayer de vous renseigner sur le stand. Donc, ce sont des campagnes citoyennes annuelles. Donc, il y a énormément de collectifs sur le territoire, dans toutes vos régions, qui se mobilisent. Donc, le prochain, c'est le Festisol, le Festival des Solidarités, qui a pour but donc, de vraiment donner l'envie d'agir par plein de types d'animations, d'activités, pour se mobiliser sur le sujet de la solidarité internationale. Le festival alimentaire, comme son nom l'indique, ça va être plutôt sur les enjeux agricoles et alimentaires, autour de projections débats principalement.
Et puis, enfin, le festival Migre en scène, donc pour un petit peu déconstruire les idées préconçues sur les migrations. Et tout ça arrive là, Oui, voilà, à la fin de l'année, hein. c'est C'est très maintenant. condensé. Ouais. C'est demain. C'est effectivement Voilà, un planning chargé c'est ça. pour vous. Si ça vous a un petit peu donné envie, n'hésitez pas à venir du coup vendredi matin. Donc, ma collègue Elodie animera un atelier vraiment où vous allez pouvoir jouer, en fait, vous-même, avec une association qui s'appelle Anis Étoilée. Et clairement, bah, du coup, vous allez vraiment découvrir, on va partir de quelque chose de très concret qui est la pâte à tartiner, que même les grands enfants aiment manger parfois. Et du coup, vous allez vraiment découvrir voilà, en quoi ça consiste de faire de l'exi. Et je suis sûre que vous serez conquis. Merci et Merci. bravo.